Ah, ça y est, on est en live. Alors, bonjour, bonjour ou bonsoir, je sais jamais, à 18h, c'est peut-être un peu tôt pour bonsoir, mais à toutes les Yellow Woman. Bonsoir Sophie. Bonsoir Rachel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les filles. Je vais vous laisser un petit peu vous connecter. Il y a toujours un petit temps de décalage entre les connexions, mais et puis faites-nous un message pour nous dire qui est là en direct. Voilà, on était un petit poil à l'heure, donc ça c'est top. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte. Si vous pouvez nous faire un petit message, nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Ah oui, il y a Henriette qui dit bonsoir, super. Merci Henriette, c'est que ça marche, c'est que tout va bien. Moi on va démarrer, puis voilà, au fur et à mesure, et puis elles prendront en route. Pour celles qui verront ce live en replay, n'hésitez pas à faire des commentaires, à reposer des questions à Sophie qui répondra. On y répondra tous les deux avec grand plaisir. Donc Sophie, donc moi je t'ai rencontrée, c'est toi qui es venue à moi en fait pour la petite histoire. Parce que tu m'avais trouvé sur mon compte Instagram qui pourtant est pas, je publie pas énormément, et tu m'avais fait un message sympa en me disant que j'avais un joli compte et puis qu'on avait vécu la même chose. Et puis du coup, par curiosité, je suis allée voir sur le tien et c'est là que j'ai vu que tu avais écrit un livre que j'ai là. Voilà, n'oublie pas de laisser la place à l'inconnu, donc que j'ai lu bien sûr. Et puis je me suis dit ça serait super que Sophie elle intervienne dans le groupe des Yellow Woman pour partager ton histoire, et je me suis payé le culot de te faire un message sur Instagram et te dire est-ce que est-ce que tu voudrais, et puis voilà, ça a été hyper spontané notre rencontre, et tu as accepté, donc je te remercie vraiment du fond du cœur pour cette belle énergie et ta spontanéité. Vraiment, tu étais hyper accessible. Oui, tout comme toi, voilà. En fait, je vais peut-être lire la 4e de couverture, puis après, je te laisserai te présenter. Okay. Donc, je vais essayer de m'appliquer, n'est-ce pas? Donc, la 4e de couverture. Alors, Sarah vit à Bruxelles, Laurence aussi. Elle a perdu l'homme de sa vie. Il pense qu'il ne connaîtra jamais le grand amour. Elle essaye de surmonter le deuil. Il évite tout sentiment. Ils ne se connaissent pas, mais ils s'écrivent bientôt tous les jours et partagent leurs secrets les plus intimes. La vie leur a joué de nombreux tours. Vont-ils pouvoir faire le chemin vers d'autres lendemains en laissant la place à l'inconnu, et inconnu, eux, entre parenthèses. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà, dire qui tu es? Alors, je m'appelle Sophie Villers, j'ai 48 ans. J'ai 3 enfants. Je suis veuve depuis 8 ans maintenant. J'ai été directrice pour une grosse firme de mode jusqu'alors. Et récemment écrivain, voilà, et notamment grâce à ce roman qui était avant tout écrit pour une thérapie. Ouais, parce que ce roman, en fait, il est inspiré de ton histoire et de ton. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de passer à l'écriture et d'écrire ton histoire, de la romancer? Alors, en fait, je suis issue d'une famille qui ne parle pas beaucoup, et j'ai toujours posé mes drames ou mes états d'âme, en tout cas, à l'écrit. Ouais. Alors, quand j'ai effectivement perdu mon époux, la seule manière pour moi de matérialiser le mal que je pouvais ressentir, toutes les peurs qui m'envahissaient, et la sensation quelquefois de ne pas être tout à fait comprise par les autres, par mon entourage ou ceux qui étaient autour de moi. On a toute cette sensation, c'est quelque chose que j'entends régulièrement, c'est que la vie continue autour de nous. Et que nous, on est dans une abîme terrible, mais la vie tourne autour de nous. Et effectivement, j'avais besoin d'une bulle dans laquelle me retrouver, écrire, poser mes douleurs, mes mots, pour y voir clair et pour matérialiser. Parce que j'avais l'impression qu'autrement, les choses s'évaporaient
et que je ne maîtrisais rien. Donc, l'écriture a toujours été une thérapie chez moi depuis l'enfance et qui plus est revenue en force au départ de mon époux. Et donc, j'ai beaucoup écrit et au départ, c'était vraiment un livre qui ne relatait que mon deuil, mon désespoir, des choses assez noires, ce qui n'est pas du tout, pour celles qui l'ont lu aujourd'hui, qui n'est pas du tout un roman de noir. Pas du tout. Il est plutôt lumineux à travers les douleurs qu'on traverse malgré tout. Ouais, il est hyper lumineux, il est plein d'espoir, il est même drôle. Hein. C'est assez fou que tu aies réussi à y mettre de l'humour, mais il y a des passages où moi, voilà, parce que est-ce que pour toi, est-ce que tu peux un peu nous dire, alors on le voit dans le roman, mais tes premiers mois, je sais que dans le groupe, il y a des femmes qui ont perdu un proche et notamment un conjoint depuis vraiment quelques mois. À l'époque, moi, apparemment. Toi, tu étais dans. Comment ça s'est passé pour toi les premiers mois? C'était un mélange de tout parce que quand on lit mon livre, on comprend que Sarah, qui est l'héroïne, mais qui parle un peu de moi évidemment, se retrouve face à des révélations de son mari qu'elle ne connaissait pas. Et en fait, moi, j'étais troublée par ça parce qu'effectivement, il y a eu le deuil et puis un tas de révélations qui me sont tombées dessus. Comme Henriette aussi, je vois qu'elle a des ados. J'avais effectivement des ados avec moi. Donc, c'était l'horreur parce que c'était un cumul d'un tas de sentiments. Évidemment, une tristesse énorme et la première pensée, c'était il me reste 40, j'ai perdu mon époux à 40 ans, il me reste peut-être 40 autres années sans lui. C'était juste impossible à matérialiser, à supporter. Et puis évidemment, comme nous toutes, il y a la famille, il y a les enfants, il faut faire face. J'ai essayé de transformer et de tenir bon, mais avec des moments très très difficiles. Mélange de colère à son égard, à mon égard, de culpabilité. De chaos d'une vie complète parce qu'on a toujours, quand on est avec nos conjoints, on s'imagine pas que ça peut virer au drame et prendre une tournure à 390 degrés en un clin d'œil. Et dans mon cas, c'est ce qui s'est passé en une nuit. Et donc, du coup, oui, c'était mes rêves, ma vie qui tombait en miettes. Hein. Donc, c'était l'horreur de très, très nombreux mois. Et je dois dire qu'après 8 ans, il y a encore des moments qui sont évidemment pas faciles. Ouais. Je trouve ça intéressant que dans le roman, puis là, t'en parles ouvertement aussi, de dire, bah voilà, alors on va pas tout dévoiler parce que certaines n'ont pas lu le livre, donc voilà, on va pas. Henriette a commencé, je vois. Ouais, Henriette a commencé, donc ça c'est top. Et puis on parlera, Henriette, des ados peut-être aussi, des enfants après tout à l'heure, effectivement. Mais je trouvais ça vraiment authentique que tu parles de ce que tu avais découvert une fois que ton mari s'est mort. Parce que je sais que c'est un vrai tabou. Enfin, moi, dans les femmes que j'accompagne, il y en a de plus en plus aussi qui arrivent dans le programme et qui me disent, mais moi, Rachel, c'était pas l'amour fou avant, il y avait des conflits, il me trompait, ou alors après, j'ai découvert des choses, des soucis financiers, etc. Et en fait, elles me disent, bah moi, je suis partagée entre, bien sûr, beaucoup de tristesse, une souffrance terrible, mais aussi une colère. D'ailleurs, l'héroïne dans le livre, elle dit, de toute façon, même s'il était vivant, je sais plus comment c'est formé, j'aurais eu envie de le tuer, quoi, parce qu'elle découvre plein de choses et elle découvre un autre homme, quoi, carrément, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Et je trouve que ça, c'est pas assez dit parce que souvent on idéalise beaucoup les morts. Sublime.
il y a cette légitimité qui n'est pas forcément comprise ni par notre entourage aussi. Hein. On a tendance, moi j'entendais beaucoup quand je m'en plaignais au départ, parce que j'avais une vraie colère. Quand il est parti, j'avais une vraie colère. Donc, quelquefois, on m'en parlait, les gens autour de moi me disaient « Oh, quel homme fantastique il était !» Mais j'étais tellement dans ma colère qu'il m'arrivait, même au départ du drame, de reprendre en disant « Mais non, c'était pas un homme formidable !» J'étais vraiment dans la colère et je me suis retrouvée avec des personnes qui me regardaient avec des yeux comme ça en se disant mais de quoi elle parle. Alors tout ce que j'entendais c'était oui mais qu'il repose en paix tout ça, mais cette paix moi je l'avais pas. Donc, il fallait qu'elle exulte et ça a été vraiment très très compliqué sans que j'ai eu à un moment donné non plus envie de le noircir, mais j'avais envie que les choses soient dites telles qu'elles devaient être dites et reçues sans faux semblant. Et ça, c'était pas évident. Et d'ailleurs, même vis-à-vis de tes enfants, tu me disais quand on t'est contacté, tu me disais aussi devant les enfants, clairement, tu disais ok, il a ses bons côtés, mais il y avait aussi Oui, parce que le problème, et je pense qu'on est toutes, je pense qu'on est toutes un peu pareilles, c'est-à-dire que quand ça nous tombe dessus, on a effectivement la sensation de devoir préserver les enfants de tout ce mal qui nous terrasse, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'il y a la souffrance, parce qu'on pleure tout le temps, parce que les enfants, on peut pas. Et puis de toute façon, ils ne comprendraient pas. Je pense que si on était joyeuse autour d'elles pour les préserver du mal qu'on vit, elles ne comprendraient pas pour autant. Alors j'ai pris le parti, et ça c'est mon ressenti et c'est ce que j'ai vécu. J'ai pris le parti d'être très très de faire en sorte que les enfants ne soient pas de ne rien leur cacher. Tout en restant évidemment, mais de leur dire quand j'étais en colère, pourquoi j'étais en colère, quand j'étais triste et qu'il me manquait, à quel point je l'aimais, à quel point quelquefois je ne l'aimais plus de colère. Mais elles ont suivi effectivement toutes les étapes sans faux semblant. Et aujourd'hui, c'est magnifique parce qu'effectivement, même si l'une de mes filles, comme dans le roman, on peut le découvrir, a été atteinte d'anorexie mentale après le départ de son papa. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à scinder la part de leur papa, mon mari aimant, celui qui nous manque au quotidien, celui qu'on aime et qu'on continuera toujours d'aimer, et celui qui nous a... Quand je dis nous, parce qu'effectivement, on a eu de gros soucis financiers au-delà de la tromperie et qui nous a plongés tous dans une grande détresse. Donc, en fait, ils arrivent vraiment à scinder, à faire la part des choses, à quelquefois dire elle-même exagère papa, on se retrouve avec de sérieux ennuis et de dégâts autour de nous. Et à la fois, dans la minute d'après, elles peuvent nous dire qu'est-ce qu'il me manque, papa, on l'aime. Et voilà. Donc, c'est fantastique parce qu'on arrive à être tout à fait en osmose avec nos ressentis et ce qu'on ressent au moment présent. Ouais. Ok. Alors, n'hésitez pas. Traverser. Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je disais, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Sophie. Peut-être que vous avez déjà lu son livre, peut-être que vous ne l'avez pas encore lu. Et voilà, des remarques, des commentaires. Est-ce que, du coup, tu disais que toi, l'écriture, ça a été une thérapie. Est-ce que tu as été aussi accompagnée par quelqu'un, un professionnel ou pas, ou comment ça s'est passé pour toi? Tu n'en as pas ressenti le besoin? Comment... Alors non, je n'ai pas été suivie par par un professionnel parce que j'arrivais déjà pas à identifier mon mal. Donc je savais pas si je devais y aller pour exulter la colère ou pour calmer ma détresse. J'arrivais pas à savoir. Et j'étais complètement omnibulée par la détresse de mes enfants.
Donc, je me suis à ce moment-là assez oubliée, je dirais. Et par chance, j'avais l'écriture. Donc, c'est vraiment, moi, je me suis focalisée sur l'écriture. Et pour tout ce qui était aide extérieure, c'était plutôt, j'essayais plutôt de chercher pour mes enfants une aide extérieure. Mais moi, c'était vraiment la thérapie par l'écriture, vraiment. Ok. Dans le livre, et ça rejoint un peu le questionnement d'Henriette, dans le livre, en fait, Sarah, elle a un super copain, un super pote qui l'encourage, qui la pousse même à rencontrer un nouvel homme. Et même les enfants, voilà, dans le livre, il y a un certain enfin, ils encouragent vraiment leur mère à rencontrer un nouvel homme, quoi. Alors, est-ce que ça s'est passé comme ça pour toi dans la réalité ou tout pas? À fait. Oui, tout à fait. C'était, alors c'est très très particulier à comprendre parce que moi-même ça m'a vraiment surprise, mais ça a été présent le jour même du deuil. Ok. Ça a été en fait ma fille incarnée par Léa pas par Perle au départ, mais Léa a dormi avec moi la première nuit du deuil et s'est retrouvée face à moi sur l'oreiller et a eu un soupir comme ça en me regardant effrayée. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle avait, elle m'a répondu « Tu es veuve ». Elle avait 12 ans. Ouais. Et à partir de là, il était évident pour les 3 enfants, je ne sais pas s'ils se sont concertés après cet épisode avec Léa, avec Sabine, mais c'était évident qu'il fallait que quelqu'un prenne soin de maman urgemment. Donc, bon, ça a mis 2 ans, mais en tout cas, c'était présent et immédiatement. C'était le cheval de bataille et après qui est devenu le cheval de bataille de la petite dernière qui est incarnée par Perle dans le roman avec mon ami Olivier qui était effectivement constamment sur cette application en essayant de trouver par tous les moyens le prince charmant qui allait venir sauver sa maman et eux-mêmes de cette tourmente. Ça a été vraiment très, très présent et très vite. Ok. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, parce qu'Henriette, elle dit, moi, je suis veuve depuis 10 mois avec 2 filles ados. Quand on parle de tomber amoureuse à nouveau, elle pleure, c'est honteux, je suis pas prête non plus, mais on ne sait jamais comment accompagner les filles. Alors déjà, Henriette, c'est intéressant parce que toi, tu dis, je suis pas prête non plus. Je pense que déjà, toi, quand on est, enfin, tu diras, Sophie, ce que tu en penses, mais quand je le vois bien dans mes clientes, quand elles sont prêtes, les enfants, ils le sentent aussi et ils suivent aussi. Alors après, l'arrivée d'un beau-père, c'est encore une autre étape. mais en tout cas, je crois qu'il faut aussi déjà soit se faire confiance et soit, en tant que femme, se sentir prête à refaire confiance à un homme, à s'embarquer dans l'intimité, etc., quoi. Alors moi, dans mon cas, je l'étais pas. Ouais. Donc effectivement, c'est moi personnellement, je l'étais pas. C'est mon entourage qui l'était pour moi. Ouais. Et je crois que quand on en parle aujourd'hui, avec le recul, parce que maintenant ça fait 5 ans que Laurent est entré dans nos vies à tous. Quand on en parle, je pense que ce qui les a aidés à passer ce cap, elle, très vite, c'est qu'on a toujours beaucoup communiqué. Et comme on disait, sans tabou, alors sans aucun tabou par rapport au sentiment qu'une femme peut avoir et surtout ce sentiment de solitude. Et quand on parle, moi mes enfants n'ont jamais eu la sensation que j'avais remplacé leur père et je crois que ça a tout changé. C'est-à-dire que ils voyaient uniquement quelqu'un qui pourrait encadrer leur mère, l'épauler, l'aimer. Mais ils ne se sont jamais dit « maman aimera un autre homme ». Je crois qu'ils se sont plutôt dit « un autre homme prendra soin de maman ». C'est complètement différent.
Ouais. Et je crois que c'est ce qui les aide encore au quotidien, c'est-à-dire enfin, je dis elle parce que Julien, le grand, est beaucoup plus grand et que voilà, mais les filles ados, c'était ça, c'était vraiment maman ne peut pas vivre ça seule, il lui faut quelqu'un qui l'accompagne et qui l'entoure et qui l'aime elle. Mais jamais elles se sont posé la question sur le remplacement. Et je crois qu'il faut jamais, peut-être, je réponds quelque part à Henriette avec mes mots et en toute humilité, parce que ce n'est que mon ressenti, mais peut-être effectivement communiquer avec elle sur le fait que tout ça est quelquefois extrêmement lourd à porter seul et qu'on remplace pas. De toute façon, on le sait toutes, on le dit tout au quotidien, on n'a jamais remplacé nos conjoints, mais on continue notre vie et il y a rien de plus horrible que cette perte d'espoir. Il n'y a rien de plus important que l'amour et d'être épaulé et de vivre les choses ensemble, enfin accompagnés. Et je crois qu'il faut faut pouvoir effectivement les amener à comprendre ça sans se dire que c'est un remplacement ou quoi que ce soit d'honteux, parce que c'est pas le cas évidemment. Ouais. Alors je vais juste regarder sur Facebook parce que là sur l'application je vois pas les prénoms et c'est toujours plus sympa. Si je coupe le son, c'est mieux. Alors, est-ce que je vois les prénoms? Alors, il y a Stéphane qui nous a rejoint, elle nous dit bonsoir. Alors, c'est Violaine, mon enfant avait 23 mois, maintenant il a 6 ans et je ne lui cache pas les qualités, mais aussi les défauts de son père. Même positionnement que vous avec vos enfants. Violaine aussi qui rajoute, j'ai eu moi-même ce sursaut la première nuit où je n'ai pas dormi en me disant que j'avais mis du temps à rencontrer mon amoureux et que mon enfant n'avait plus son papa. Il était hors de question que je reste seule. J'ai rencontré quelqu'un après. Mais toutefois, au bout de 4 ans, je suis seule malgré mon fort désir depuis le début. Ouais. Oui. Alors, je dois dire que quand on lit mon livre, on se dit que tout a été un long fleuve tranquille, tout s'est bien passé et il n'y a pas eu de déboires et on a vécu, voilà, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors, sachez que ce n'est pas vrai. On a eu des difficultés de couple, Laurent et moi, donc Laurence, parce que la présence du troisième est très, très présente et que ce n'est pas facile et que, évidemment, voilà, je ne l'ai pas relaté dans le roman, ce n'était pas le but du roman, hein, mais on y passe toutes. Et effectivement, il m'est arrivé aussi de me dire à plusieurs reprises, je serai mieux seule, j'ai besoin de faire ce deuil et j'ai besoin d'être quelquefois, de retrouver cette place, de redonner cette place à mon mari qui me manque tant. Et quelquefois, le fait qu'un conjoint soit là, on a l'impression de ne pas avoir cette place dont on a besoin. Et le conjoint, le nouveau conjoint, le ressent. Et cette vie à 3 est bien, bien compliquée pour tout le monde. Et je dois dire que Laurent a très, très mal vécu certains passages, les dates anniversaires qui sont absolument horribles à passer pour nous, où on se ferme toute une journée parce que ça chamboule, les fêtes qui arrivent. Moi, ça fait 8 ans, les fêtes sont toujours problématiques, même avec Laurent aujourd'hui à côté de moi, et que c'est lourd pour nos conjoints. Alors, quelquefois, c'en est trop. Et donc, il est arrivé à Laurent de faire ses valises et de dire, moi, c'est trop lourd, je t'aime profondément, mais c'est plus possible. Donc, je rejoins Violaine parce qu'effectivement, je comprends, mais en tout cas, même si elle a ce désir, et elle a ce désir depuis le début, ça viendra, je pense que ça viendra, et il faut aussi tomber sur quelqu'un qui est capable de l'entendre et de vivre auprès de quelqu'un qui pleure un autre amour. Mais quand tu le trouveras, Violaine, tout ça sera
bien. Donc, c'est peut-être pas le moment et voilà. Mais en tout cas, voilà, l'espoir est là et c'est vraiment ce que j'ai voulu relater dans le roman. C'est que même si on ne voit pas toutes les étapes après de leur vie ensemble, ça ferait peut-être, faudrait peut-être que je fasse un second tome pour pouvoir parler de la vie ensemble après, parce que c'est évidemment pas facile, mais on trouve des solutions, toujours la communication, toujours, et on y arrive, quoi. Oui, il y a des ajustements. Moi, je dis souvent, c'est plein d'ajustements comme ça à faire. Et c'est vrai, c'est dans l'échange, dans la parole, que les choses, voilà, que les choses avancent, que les choses se consolident, que chacun trouve sa place vraiment, que nous aussi, on laisse la place, une vraie place. Et voilà, ça met un peu de temps, mais les choses, voilà, elles se font au fur et à mesure quand on échange et quand, bien sûr, il y a un amour, voilà, sincère. Mais je dis toujours, les hommes qui s'embarquent avec nous, il faut qu'ils sachent aussi que, voilà, ils s'embarquent. Donc pour certaines avec leurs enfants, pour certains, voilà, avec l'homme qui n'est plus là aussi. Et ouais, c'est pas forcément toujours de tout repos. Mais... Et moi, quelquefois, je me mets à la place de mon amoureux quand j'ai des moments de down profond, même après 5 ans de vie commune avec lui, où je me mets encore à pleurer parce que l'absence est trop présente. Je me mets à sa place et je me dis, mais comment est-ce que je vivrais ça? Je crois que je serais d'une jalousie féroce. Et c'est ce qui me dit quelquefois, je peux pas me battre contre un mort, parce que c'est les choses doivent être dites comme ça, même si j'aime pas le prononcer. Mais c'est vrai que c'est. Alors, il faut quelquefois pouvoir les comprendre, ces nouveaux conjoints. C'est pas une place facile et il faut pouvoir leur laisser cette place qu'on n'a pas toujours envie de laisser, parce qu'il y a des jours où on a besoin de faire toute la place à nos souvenirs, toute la place à notre nostalgie, à notre mélancolie. Et là, c'est à l'autre à comprendre que ça va passer. Mais c'est pas évident. Mais je crois que si j'avais... Parce que je sais que quelquefois, je suis dans des groupes de dames endeuillées et quelquefois, je lis, oui, il n'a rien compris, j'ai préféré le quitter parce qu'il n'a rien compris. Je pense qu'il ne faut pas jeter bébé dans l'eau du bain aussi vite. Parce que on a des pics, des up and down, et quelquefois on se dit oui, moi je serais bien toute seule avec mon défunt mari, je serais bien comme ça et j'ai pas envie d'autre chose. Mais c'est pas la vie, et quelquefois en ayant été trop vite, en n'ayant pas compris le ressenti de l'autre et les peines que ça peut causer, parce qu'on est tous à souffrir dans ces cas-là, pas simplement celui qui a connu le défunt, mais celui aussi qui arrive, il est dans la même détresse quelquefois. Donc, c'est un nouveau deuil pour lui à faire aussi, de ne pas être le premier, toute la place, et il faut pouvoir l'entendre, l'écouter, le comprendre quelquefois. Je crois qu'il faut quand même se parler à soi-même quand ça arrive et pas prendre de décision hâtive. C'est très dommage. Oui, parce que moi, ce que je remarque aussi, c'est que du coup, il y a certaines femmes qui sont beaucoup dans l'auto-sabotage. Tout de suite, non, je le vire, entre guillemets, on va dire. Et puis, de toute façon, je mérite pas aussi. Il y a derrière, tu sais, cette sensation-là, je mérite pas d'avoir un nouvel amour. Je suis pas quelquefois, même la peur de communiquer. On est à l'heure des réseaux sociaux. Moi, quelquefois, encore 8 ans après, j'ai peur de mettre une photo avec Laurent parce que je me dis que les gens vont se dire que j'ai remplacé ceux qui ont connu mon mari, et j'ai encore quelquefois peut-être un peu peur de montrer à quel point je peux être heureuse aujourd'hui avec un autre homme. Pour ceux qui ont connu mon mari, et où je me dis que mais ça n'a rien à voir, et je me raisonne moi-même en me disant que déjà ça peut faire beaucoup de bien à ceux
et à celles qui sont dans le deuil, parce que zut, on a une vie après, on est quelquefois d'une manière précoce, et même quand c'est plus tard, nous, on n'est pas morte, quoi. Ouais. Alors oui, il y a le deuil de notre vie, il y a le deuil de la personne qu'on a aimée, il y a le deuil de la famille, il y a tout ça à faire, c'est lourd, mais on n'est pas deux à partir. Et voilà, alors on refait pas sa vie, et c'est vrai que ça, j'aime pas cette idée de me dire ah oui, il a vécu 20 ans avec moi, et puis et voilà, non, moi je la continue, mais il reste à mes côtés, il reste à nos côtés à tous, et même aux côtés de Laurent, sans qu'il le veuille, mais en tout cas, je me refuse de porter ce poids et de le faire porter aux gens qui m'entourent. Voilà. Alors. Henriette, elle te remercie pour tes conseils précieux, Sophie. Et puis elle dit, je cherche quelque part le feu vert de mon défunt mari. Ouais. La validation, ouais, c'est sûr, c'est ce que je ressens. Oui. Et je crois que oui, effectivement, on passe toutes par là. À guetter un signe. Alors moi, je me souviens que quelquefois, Laurent avait une parole qui pouvait ressembler à une parole qu'avait mon défunt époux pour me faire un compliment, ou et du coup, je me disais il est là, et s'il est si près de Laurent pour lui souffler ça à l'oreille, c'est qu'il valide. Donc oui, j'avais besoin de cette voilà, et encore peut-être quelque chose maintenant, oui, j'ai besoin de ça. Alors il y a Blandine qui dit tout à fait d'accord, on a le droit au bonheur, notre vie continue. Et Manu qui dit bravo pour votre témoignage, une veuve assumée, pleine de vie et plutôt heureuse. Oui, c'est vrai. Toi, sur ton sourire, sur ce que tu dégages. C'était quand mon mari est mort, la première pensée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était je veux le rejoindre. C'était la première pensée. Et le fait de me dire 40 ans encore, peut-être au bas mot, sans lui, c'est juste impossible. Et donc au départ, c'était vraiment la première idée, c'était moi je ne veux pas, je veux que ça s'arrête maintenant, je veux pas continuer, sans lui je vais pas y arriver. Et puis très vite et heureusement, grâce aux enfants très certainement, j'ai dû me reprendre. Et c'était la vie à tout prix ou la mort. Et à partir du moment où j'ai choisi la vie à tout prix, c'était à fond. Et donc, effectivement, aujourd'hui, à travers nos sourires, on le sait toutes, parce qu'on passe toutes par là, on sourit, mais on a des moments d'absence qui sont terribles, avec une mélancolie terrible derrière nos sourires, mais ils nous aident à franchir un tas d'obstacles, et avec les autres et avec nous-mêmes. Et je crois que quand on rayonne, on se donne la force d'être dans la lumière et de continuer. Et donc, voilà, j'avais pas le choix. Et donc aujourd'hui, heureuse, oui, certainement. Heureuse parce qu'il y a un tas de choses qui nous attendent encore. Et que quand je vais mal et que 2 jours après, j'ai quelque chose de fabuleux qui m'est arrivé, je me dis, j'aurais pu louper ça. Si j'étais dans le noir absolu, si j'aurais loupé ce moment de bonheur. Alors non, je refuse absolument. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter, les filles, voilà, on dit toujours quand on se tourne vers le soleil, l'ombre est derrière nous. Ça reste mon leitmotiv. Je me tourne vers le soleil et je laisse l'ombre derrière moi. Autrement, je n'y arrive pas. Donc c'est pas toujours simple, hein, mais je veux que ce soit comme ça en tout cas. Il y a Laurence qui dit que sa sœur a retrouvé un compagnon et petit à petit, elle s'est éloignée de ma vie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent effectivement arriver.
Laurence dit en fait que sa sœur, elle a retrouvé un nouveau compagnon, mais en fait, elle s'est éloignée d'elle. Donc, sûrement en se tournant plutôt vers la famille de son compagnon. Et voilà. Parce que, alors, évidemment, Laurence, j'imagine ton désarroi. Donc, si j'ai bien compris, c'est la sœur de Laurence qui a perdu son conjoint et Laurence est avec nous en tant que sœur d'endeuillée, c'est ça? Alors, je me positionne, Laurence, peut-être, alors c'est peut-être pas du tout le cas, mais j'ai fait malheureusement la même chose aussi dans ma famille, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, quelquefois on a tellement peur d'être jugé avec un nouveau bonheur, et notamment dans la famille, qu'on a tendance à rester dans notre bulle et à pas s'ouvrir, et notamment aux gens les plus proches. C'est quand même super paradoxal. Mais c'est vrai que j'ai aussi eu des contacts plus vagues, pas coupés, mais plus vagues avec ma propre famille après ça. Et quand j'ai refait ma vie par la force des choses, et parce que voilà, et parce que je me suis pas toujours, j'ai pas toujours cru qu'on me comprenait. Et du coup, il y a quelquefois un manque de communication encore et toujours avec la famille. Peut-être que si moi, dans mon cas, j'avais une conversation plus ouverte avec mes sœurs, il y a des bêtises qui tomberaient et qui couperaient tout questionnement que je pourrais avoir. Mais nos deuils sont tellement difficiles quelquefois qu'on mélange un peu tout et n'importe quoi, et qu'on a tendance à tourner le dos aux personnes les plus proches et les plus précieuses, ce qui n'entache pas à l'amour qu'on a pour sa famille, hein. Oui, alors Laurence dit on l'a accepté son bonheur et on ne l'a pas rejeté, justement. Oui. Je ne sais pas répondre, Laurence, mais je crois que c'est tellement un méli-mélo de sentiments, nos deuils, que. Et puis c'est certainement pas, alors je sais pas, hein, je lis pas dans les boules de cristal, Laurence, mais en tout cas, j'ose espérer que c'est pas définitif, parce que ce méli-mélo, il se démêle aussi au fur et à mesure avec le temps. Il y a des choses qui s'apaisent et tout, donc c'est. Il y a combien de temps que la sœur de Laurence a perdu son Je sais pas. Je sais pas. Bon, elle va nous dire. Il y a Blandine qui te dit de belles pensées, merci pour votre sourire et énergie. Cela fait penser que tout peut arriver, même de retrouver le bonheur et l'amour. C'est chouette. Ouais. Écoute pas, Blandine. Et Fabienne qui dit parfois notre culpabilité nous fait penser que les autres n'accepteront pas que nous refassions notre vie, mais c'est souvent un ressenti. Effectivement, souvent c'est personnel. Des fois, on projette, on se dit ils vont pas accepter, puis en fait, c'est complètement le contraire. C'est nous qui projetons certaines angoisses, certaines peurs, en se disant non, ils vont rien comprendre, ils vont pas accepter, et en fait, ils attendent que ça, quoi. C'est pas forcément exprimé. Mais c'est pareil, c'est la famille, c'est les amis. Il y a des quiproquos complètement fous où au départ on attend que nous tendent la perche pour être proches de nous, puis eux se disent que et qu'ils veulent pas être trop proches de nous pour pas nous envahir, et puis ils attendent que nous on les sollicite. Et il y a un tas de choses qui sont comme ça, effectivement, quelquefois non dites, des quiproquos incroyables. Et souvent, et c'est ce que je dis quelquefois quand j'interviens dans les groupes privés liés aux veuves, c'est de solliciter, de ne pas avoir peur de solliciter, de dire ce dont on a besoin. Parce que souvent, les proches attendent et sont eux-mêmes frustrés, et la preuve, on le voit avec Laurence, sont eux-mêmes frustrés de ne pas être rappelés à la rescousse. Ils sont eux aussi complètement démunis. Ouais. Je crois qu'on est quelquefois trop porté sur la souffrance sur notre nombril,
et on s'ouvre pas suffisamment aux gens autour de nous qui souffrent de nous voir souffrir, mais on oublie leur souffrance. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter les autres qui nous entourent, ceux dont on est sûr de l'amour, en tout cas. Super. Blandine, c'était par rapport à l'amour et au bonheur. Elle dit que cela correspond bien à mon état d'esprit du moment. J'en suis ravie. Super. Alors, Blandine, on se voit demain matin. Je sens que l'énergie, elle va être top en séance. C'est cool. On va boucler voilà ce live. C'est court. C'est trop court, mais tu reviendras, Sophie, tu reviendras. Mais c'est pas un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes justement qui en ce moment sont dans le down, sont pas bien, quoi. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de délivrer comme message, je sais pas, un truc alors, qui ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai envie de délivrer. Et c'est pour ça que le livre a pris naissance. Et je suis heureuse qu'il ait gagné le prix Mazarine 2019 parce que du coup, il est diffusé à plus grande échelle aujourd'hui. Et j'ai la chance d'avoir des retours de personnes qui nous ressemblent, qui viennent à moi pour en parler. Mais ce que j'ai vraiment envie de souligner et de dire et de témoigner, c'est qu'effectivement, l'espoir, et c'est ce qui est l'épilogue du roman, l'espoir doit toujours être votre moteur, même dans les moments les plus difficiles. Je crois que rien ne nous a été, sans vouloir rentrer dans la spiritualité à tout prix, mais je crois que rien ne nous a été affligé sans qu'on puisse y survivre et traverser ça, accueillir nos détresses, accueillir notre souffrance. Mais en tout cas, viser toujours la lumière et garder l'espoir. Et c'est vraiment, moi, j'ai le cœur fendu à chaque fois que je lis les nouvelles endeuillées, parce que je sais par quoi elles passent. Mais je veux vous dire que la vie est belle. Voilà. C'est con à dire, mais c'est vrai. La vie est belle, de belles choses nous attendent. On ne les oublie pas, ils restent avec nous. J'ai pas envie d'oublier, vous n'avez pas envie non plus, mais allez vers la lumière et vraiment laissez-vous porter. Et il y a vraiment de belles choses pour nous, pour nos familles, pour nos enfants. Et voilà, et souriez. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Merci Sophie. Il y a Sylvaine qui dit merci beaucoup pour cet échange. J'ai lu votre livre avant l'été que j'ai beaucoup apprécié. Votre témoignage montre combien le chemin de deuil de son conjoint est parsemé de beaucoup d'émotions et de bonheur, avec aussi la présence de notre défunt vers la vie qui continue. Voilà, il y a des cœurs, il y a tout. Blandine qui rajoute en effet, une fois qu'on a décidé de vivre, la vie est belle. Donc sur cette note positive, ce live. À Laurence, si, elle est belle, Laurence. Voilà, mais je suis ravie en tout cas qu'on ait pu échanger ensemble, et j'espère qu'elle retrouvera vite sa sœur. Je sens qu'elle. On te le souhaite. Oui. Sophie, encore un grand merci. Pour ta spontanéité, ton sourire, et c'était vraiment un chouette moment. Et puis moi je vais faire un peu ma commerciale. Voilà, hein, n'oubliez, si vous savez pas si vous n'avez pas trop le moral et tout, lisez, c'est vraiment, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner de l'espoir, et n'hésitez pas à communiquer avec moi en message privé si elles l'ont pu. Vraiment, je suis pas écrivain, j'ai évidemment voulu faire ça un peu, mais j'ai voulu faire ça surtout pour qu'on communique. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas une commerciale. Ce que je veux, c'est communiquer. Donc, qu'elle n'hésite pas
à venir en off et en parler avec moi. Si on veut t'écrire, on t'écrit où? Sur ton compte Instagram, sur Facebook? Sur mon Facebook, voilà, je suis dispo et pour échanger sur la lecture, sur ce qu'elles ont ressenti ou pas, et voilà. Super, merci beaucoup. Et puis, Sophie, passe de belles fêtes. Je sais que tu as plein de projets là d'ici la fin de l'année. Là, tu as encore plein de choses, voilà. Et puis, il y a un futur livre aussi en préparation. Donc, tu reviendras aussi peut-être pour le futur, voilà, qui est aussi une autre thématique, mais aussi autour de la reconstruction, de la résilience. Donc voilà. Il y a une écriture là, oui. Voilà. Donc, c'est top. Bon. Et je te dis au revoir, je vous dis tout au revoir, je vous dis à très vite, à très bientôt. On te remercie encore. Merci pour votre présence, les filles. Bye bye. Merci. Je t'en prie, avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.